En ce mois de décembre 2004, ils sont nombreux à fuir la grisaille de l'hiver pour le sable chaud de la Thaïlande. Chacun se prélasse sans imaginer une seule seconde que ces paysages paradisiaques vont disparaître sous une vague géante. Elle va faire des milliers de morts. En 2004, Christian Patoureau a 35 ans. Il débarque sur l'île de Koh Phi Phi le 23 décembre avec un groupe de copains. Voilà, je pense que c'était là, au-dessus. Ma chambre devait être juste en arrière-plan, là. Et derrière, il y avait une baie vitrée qui faisait face à la montagne, là. En Asie, où il fait chaud, dans les tropiques, c'était un super moment, quoi. J'étais célibataire, c'était un moment assez libre, où j'avais une communauté de copains, c'était vraiment sympa. La Thaïlande en décembre, c'est la carte postale. Vous imaginez le ciel bleu, le sable, la mer, le farniente, le repos. C'est vraiment la destination carte postale. Le 25 décembre 2004, Bruno Lartigue s'installe avec sa famille sur l'île de Phuket. La vue de leur hôtel est à couper le souffle, mais ils sont un peu déçus. L'hébergement qui est choisi est un hébergement un peu subi. Plusieurs semaines à l'avance, on a du mal à trouver un hôtel en bord de plage. Donc l'hôtel qui est trouvé est un hôtel un peu à l'écart, finalement, sur une falaise qui surplombe la mer. Hasard ou destin, à ce moment-là, Bruno Lartigue est loin de se douter que le lendemain de son arrivée, le 26 décembre, cet hôtel qu'il trouve trop loin de la plage va leur sauver la vie. À 500 km de là, au large de l'Indonésie, l'une des plus grandes catastrophes naturelles de l'histoire se prépare. Au même moment, sur les côtes du Sri Lanka, à Midigama, de belles vagues donnent le sourire à 3 amis. Il faut dire qu'ils réalisent un rêve d'enfant, vivre de leur passion. Le 25 décembre 2004, David, Guillaume et Fabien inaugurent leur école de surf et leur nouvelle vie à la cool. Faire du surf, checker les vagues, voir si ça va. Après, petit-déj, resurf, sieste, resurf. J'en ai commencé par une session de surf de toute manière. De toute façon. À quelques kilomètres des 3 amis, Anne Escola et son mari sont aussi sur leur planche. Le couple de surfeurs est venu avec ses 2 enfants. Et même s'ils s'amusent avec les éléphants, Corentin et Baptiste en veulent un peu à ce Père Noël qui n'a pas voulu transporter leurs jouets au bout du monde. Donc effectivement, il râle un peu, puisque bon, on est un petit peu contraint par les bagages, donc on n'avait pas amené tous les cadeaux promis par la liste du Père Noël, mais c'est quand même un Noël de privilégiés, mais je pense pas qu'ils en aient la perception, finalement. Des vacances idylliques qui, dans 36 heures, vont prendre une toute autre tournure. Anne Escola et sa famille vont vivre un cauchemar. Tous se sont retrouvés au cœur du plus grand cataclysme de ce début du siècle. On ne voit ça que dans les films catastrophes, c'est surréaliste. La mer a fait table rase. Je vois ma maison qui part dans l'eau. En une fraction de seconde, c'est le chaos, c'est l'enfer. Ils ont survécu à l'inimaginable, un tsunami d'une puissance phénoménale. J'ai
suis emportée avec une voiture, des bouteilles de gaz qui s'entrechoquent, toutes sortes de débris. Ou comme un tambour de machine à laver, et vous êtes pris dans cette espèce de mouvement qui tourne. Grâce au film de vacances des touristes que nous avons retrouvé, vous allez revivre le drame minute par minute. Das Boot ist gekentert da hinten, Schnicki. Das Fischerboot da hinten ist gekentert. Was ist das? Avec la 3D, vous allez comprendre pourquoi le tsunami de 2004 a arraché la vie de plus de 230 000 personnes. Des gens criaient dans des maisons, des gens qui marchent, qui sont encore dans un état pire que toi. Ben, c'est peut-être là que vous vous rendez compte que vous êtes un survivant. 15 années ont passé, mais personne n'a oublié ses peurs, ses souffrances et le formidable instinct de survie qui leur a permis d'en sortir vivants. C'est des moments qui restent ancrés dans la tête. Je dois le respect à ceux qui n'ont pas survécu. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont regardé la mort droit dans les yeux. Moi, je l'ai regardé dans les yeux et je lui ai dit « Non, pas mon tour ». De la Thaïlande au Sri Lanka, les rescapés français nous racontent l'enfer qu'ils ont vécu. Au mois de décembre, dans l'océan Indien, la Thaïlande fait office de paradis. Et l'île de Koh Phi Phi, de jardin d'Éden. Au centre, une fine bande de terre entourée de plages paradisiaques. 1,5 km sur 200 mètres de large. Qui abrite le village, ses boutiques et la majorité des hôtels. En ce Noël 2004, ils accueillent près de 5000 touristes. Cette année-là, parmi eux, Jean-Louis Kakomo, professeur d'économie à l'université de Bangkok en Thaïlande. Pour ses fêtes de fin d'année, il a fait venir sa femme et son fils Robin qu'il n'a pas vu depuis des mois. Dans l'hôtel, les personnels sont déguisés en Père Noël, ils ont l'habit rouge, la barbe. Passer le Noël à l'autre bout du monde, c'est quelque chose d'incroyable. Surtout quand on a 10 ans, parce qu'on ne se rend pas compte de là où on est au début, on ne se rend pas compte du dépaysement total. Sur l'île de Koh Phi Phi, il n'y a pas que des touristes. Il y a aussi des Français qui ont tout quitté pour monter des boutiques de souvenirs, restaurants, hôtels, mais pas seulement. Certains vivent tranquillement de leurs économies, comme Philippe Polakowski. Après des années à gérer une société d'ambulance, le chef d'entreprise fait un break dans sa vie afin de profiter de sa femme et sa fille. À Koh Phi Phi, on était avec des pantalons thaïlandais, on marchait pieds nus, on allait à la pêche du matin au soir. On avait une vie locale. On n'était pas des touristes, on n'était pas des gens implantés, on n'y faisait pas du business, on était là juste en découverte, on était en découverte. On n'attend que la fête, quoi. Je veux dire, faire un Noël en mangeant un barbecue au bord de la plage, c'est toujours quand même quelque chose qui sort de l'ordinaire, quoi. Sur la côte, le 24 décembre à Khao Lak, les 320 chambres du Magic Lagoon Resort affiche complet. Des dizaines de familles françaises y passent les fêtes. Géraldine Tessier et son mari sont en lune de miel. Ce voyage en Thaïlande fait partie de leur cadeau de mariage. C'est un des plus beaux hôtels que j'ai pu voir dans ma vie. Et une entrée avec des marches blanches. La réception est ouverte et donne sur le parc, avec une piscine de 14 000 m². Les chambres avaient un accès direct dans l'eau, un petit peu comme les canaux à Venise. C'est un endroit fantastique, paisible.
très chic, très luxueux, avec des plantes vertes exotiques partout. L'hôtel a ouvert quelques mois plus tôt. Ses premières fêtes de Noël doivent être inoubliables pour les touristes. Le 25 au soir, on dîne aux chandelles, on boit du champagne avec des morceaux de fraises. Au dessert, on va tous sur la plage. Le Père Noël arrive avec sa hotte chargée de cadeaux. Les enfants sont heureux, fous de joie, avec un lancer de lanternes lumineuses dans le ciel pour fêter Noël. C'est vraiment idyllique. Alors que tout le monde s'amuse, un terrible compte à rebours a commencé. Dans moins de 12 heures, l'une des plus grandes catastrophes naturelles de l'histoire va s'abattre sur ce coin de paradis. Le drame commence à 700 km de la Thaïlande, en Indonésie. Le 26 décembre 2004, sur l'île de Sumatra, la ville de Banda Aceh se réveille doucement. Quand à 7h58, la terre tremble. C'est le troisième plus fort séisme de l'histoire. 9,2 sur l'échelle ouverte de Richter. Son épicentre se trouve au large de la ville. À 30 km de profondeur, sous la croûte terrestre, se déroule un combat de titans. Les plaques tectoniques indiennes à gauche et asiatiques à droite s'affrontent depuis plus de 4 siècles. Quand la plaque asiatique prend le dessus, l'énergie libérée est gigantesque. 12 000 fois la bombe atomique d'Hiroshima. Quand le tremblement de terre s'arrête, une partie de la ville est détruite. Tout le monde pense que le pire est passé. Il se trompe. L'onde de choc a libéré un tsunami. Il avance à la vitesse d'un avion de ligne, 800 km/h. Dans 38 minutes, une vague géante va frapper l'Indonésie. On était tous en train de prier, on espérait que tout soit fini. Alors on s'est levés, on est sortis de nos maisons et personne n'était inquiet. Il n'y avait pas du tout de panique. Les familles épargnées par le séisme profitent même de la plage. Elles seront les premières victimes du tsunami. Kut Putri est médecin à Banda Aceh. Ce matin-là, elle filme sa famille qui s'apprête à partir au mariage d'une cousine. Quand tous entendent un bruit étrange. Et tout d'un coup, c'est devenu de plus en plus fort, comme ça. Ouh. Alors mon père s'est mis à crier très fort. « Vite, tout le monde au 2e étage !» Et tout d'un coup, j'ai vu la vague. Elle arrivait comme ça, comme un mur, très noir. La jeune femme et les siens ont tout juste le temps de se réfugier. Kut Putri continue de filmer. La vague de 20 mètres emporte tout sur son passage. Rien ni personne ne peut y résister. À 2 km à l'intérieur des terres, les flots mesurent encore 10 mètres de haut. J'ai cru que c'était ma dernière heure, mon dernier jour. Les plus rapides ont pu se réfugier sur les toits. D'autres ont eu la chance de tomber sur ce plancher mouvant. Il est constitué des milliers de débris charriés par les flots en furie. Et ils criaient vers nous, « S'il vous plaît, aidez-nous, s'il vous plaît, aidez-nous » Mais on ne pouvait rien faire. On leur a dit, on est désolé, on est vraiment désolé, mais on ne peut rien faire. Il faut s'en remettre à Dieu. Dieu reste sourd à leurs prières. La colère de l'océan se prolonge. 20 minutes plus tard, une deuxième vague fait son apparition.
Elle est moins haute que la première, mais cette fois, elle s'enfonce jusqu'à 5 km à l'intérieur de la ville. La vague mesure un peu plus d'1 mètre, mais sa force est phénoménale. En quelques minutes, la ville de Banda Aceh est détruite. Le bilan est lourd, très lourd. Près de 100 000 morts. Les photos satellites prises avant et après le tsunami en témoignent. La moitié de la ville est rayée de la carte. Maintenant, le raz-de-marée meurtrier se dirige vers la Thaïlande et le Sri Lanka. Ces pays ignorent tout du drame qui est en train de se jouer. Il n'existe aucun centre d'alerte au tsunami dans l'océan Indien. Dans moins de 2 heures, leurs côtes seront frappées à leur tour. Dans la baie de Mirissa, Anne Escola, son mari Stéphane et leurs 2 enfants, Baptiste 7 ans et Corentin 3 ans, ont loué un bungalow pied dans l'eau. Cela fait 1 semaine qu'ils vivent comme dans un rêve. Mais le 26 décembre, au moment où le tsunami détruit la ville de Banda Aceh, Anne Escola, pour la première fois des vacances, ne se sent pas très bien au réveil. Alors mon mari part surfer sans me réveiller, mais il est 7 heures à peu près. J'étais un petit peu malade et je me sentais pas très bien et du coup j'ai traîné et je suis restée un peu plus longtemps dans la chambre et je me suis pas précipitée pour aller déjeuner. Je suis restée un peu à attendre que les enfants se réveillent. Étrangement, au même moment, à 2000 km de là en Thaïlande, sur l'île de Koh Phi Phi, Robin Kakomo, 10 ans à l'époque, et son père ont eux aussi un réveil agité. Alors qu'ils dorment paisiblement dans leur chambre d'hôtel, ils sentent les secousses. Le matin, on sent le séisme, il nous lève. Un séisme assez violent, très brutal. Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y avait pas de réceptionniste, il n'y avait pas d'employé et tout le monde semblait normal. Personne n'avait l'air inquiet. Et pour cause. Ils font partie des rares personnes à avoir ressenti le séisme qui vient d'avoir lieu en Indonésie, à 700 km de la Thaïlande. Chacun à leur façon, Robin Kakomo et Anne Escola semblent avoir le même pressentiment. Et ils ne sont pas les seuls. Sur la plage de Khao Lak, dans son hôtel 5 étoiles, même le confort de sa chambre ne parvient pas à débarrasser Géraldine Tessier du malaise qu'elle ressent. La jeune mariée a fait des cauchemars toute la nuit. Une très mauvaise nuit avec des rêves un petit peu bizarres où on se réveille, on croit voir des choses. Enfin voilà, je n'ai pas très bien dormi en tout cas cette nuit-là, mais sans savoir pourquoi. Et le lendemain matin, on se réveille vers 8h, 8h30. On va prendre le petit déjeuner de bonne heure au restaurant. Vers 9h30, soit 30 minutes avant l'arrivée de la vague mortelle, le couple, comme les autres touristes, ne prête pas attention à l'étrange phénomène qui se produit sur la plage. La mer se retire sur des centaines de mètres. Les vacanciers, comme les Thaïlandais, en profitent pour récupérer les poissons coincés dans des trous d'eau. Personne ne s'en doute, mais la mer qui se retire, c'est le signe avant-coureur qu'un tsunami se prépare. Le séisme a fait s'effondrer le sol marin sur 1000 km et près de 6 mètres de haut. L'eau est aspirée dans le trou, puis remonte avec force. Au large, le tsunami est indécelable. Tout juste une petite vague.
Pour les plongeurs, c'est une autre histoire. Bruno Lartigue, pompier de Paris en vacances, est arrivé la veille sur l'île de Phuket avec sa femme et ses 2 enfants. Le 26 décembre au matin, il est en mer, à 1 heure des côtes, avec son club de plongée. Le ciel est bleu, la mer est calme. 9h, 9h30, on arrive sur les sites de plongée, on prépare la plongée et puis on plonge. Et très vite, la descente s'avère un peu compliquée. On est tellement bousculé dans les courants qu'on n'a pas le temps de regarder ce qui se passe autour. Comme si vous imaginez un tambour de machine à laver qui tourne et vous êtes pris dans cette espèce de mouvement circulaire. Le commandant du bateau nous fait remonter en urgence sur le bateau et on ne sait pas ce qui se passe. Quand il remonte sur le bateau, il est 10 heures. Dans 10 minutes, le tsunami va s'abattre sur l'île de Phuket. À l'hôtel Kamala Beach, un couple se réveille. Charlotte et Grant sont arrivés 2 jours auparavant. Je m'apprête à prendre une douche. Mon Grant est sur le lit, il attend. Et c'est au moment de rentrer dans ma douche que je commence à entendre un bruit que je ne connais pas, que je n'arrive pas à identifier, un bruit assourdissant. Et là, je vois un petit peu d'eau qui rentre sous la porte. Donc je traverse la chambre pour aller ouvrir une porte-fenêtre qui donne sur une petite terrasse que nous avions au rez-de-chaussée. Et là, en fait, j'ai juste vu un mur d'eau. La force de l'eau est inimaginable. Plus de 1000 tonnes par mètre cube. Certains touristes filment, fascinés. Située à moins de 50 mètres du bord de mer, la chambre de Charlotte prend toute la force de la vague. Elle pulvérise sa porte. L'eau s'engouffre par la porte. Grant était devant et lui s'est vraiment fait aspirer en fait. Ça fait un petit peu comme un siphon. C'est une telle puissance, une telle violence. Je n'ai qu'une chose en tête, c'est il faut que je sorte. Il faut que je sorte pour retrouver Grant. Et finalement, je me retrouve moi aussi aspirée. Et là, c'est terrible parce que je ne trouve plus le haut du bas. En fait, je suis totalement... c'est une machine à laver. Je n'arrive pas à respirer, je ne sais plus du tout. Et j'arrive finalement à sortir la tête de l'eau, de la chance. Je crois qu'on a réussi à m'accrocher sur un palmier, un tout petit palmier. Et Grant sur un autre. À côté, donc on est tous les deux sur nos palmiers à attendre que cette vague finisse, pour ne pas être emportés, on ne sait pas trop où. Au bout de 5 minutes, la mer se calme. Dans les hôtels, les touristes sont sous le choc. Chacun cherche ses proches. Ils n'en auront pas le temps. Comme en Indonésie, une deuxième vague surprend tout le monde. Ce couple d'Anglais s'accroche désespérément à la balustrade. Un touriste suédois tente de leur venir en aide. Mais il est trop tard. Chacun s'agrippe comme il le peut. Entre les deux vagues, Charlotte et son petit ami ont réussi à se réfugier à 10 mètres de hauteur, sur le balcon d'une maison. Et pourtant, ils ont encore les pieds dans l'eau. Et là, c'est très dur. Je suis allée dans l'eau une fois d'abord, j'ai pas envie de repartir. J'ai pas envie d'avoir à plonger là-dedans ou qu'elle m'emporte. Et l'eau monte, 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 et c'est pour moi le moment le plus dur, parce que je suis certaine que je vais mourir à ce moment-là.
La peur de Charlotte ne vient pas que du courant, mais des débris. Tôles, transats, frigidaires, chaises. Avec la force de l'eau, les objets du quotidien se transforment en objets de mort. Dans cette machine à laver infernale, la jeune femme a été coupée à plusieurs endroits. Certaines plaies sont profondes. Je me suis aperçue à ce moment-là que j'étais quand même assez blessée, pas mal. Donc j'ai les orteils qui sont presque sectionnés puisqu'ils pendouillent au niveau de mon pied gauche, les deux, du milieu. Coupés partout, des endroits assez profonds au niveau des jambes et je n'avais même pas réalisé. J'ai rien senti. À sa douleur s'en ajoute une autre. Charlotte est maintenant réfugiée sur un toit avec d'autres rescapés. Tous redoutent une troisième vague. Commence pour eux un long calvaire. Il fait 40 degrés. Les tuiles sont brûlantes. Alors pour se protéger du feu solaire, certains trouvent le courage de descendre dans les chambres, chercher des serviettes. On se retrouve sur ce toit pendant des heures et des heures. J'ai déchiré la chemise que j'avais qui était d'ailleurs toute trempe parce que on n'avait pas de cheveux. Je vais avouer que c'était très chaud. Bon, j'ai mis la moitié de chemise sur sa tête, moi l'autre. Et là, on attend. C'est le chaos, c'est l'enfer, c'est méconnaissable. Et c'est vrai que c'est plus du tout le paradis, c'est l'enfer. Même si les dégâts sont importants, l'île de Phuket a été relativement épargnée. Son relief montagneux a protégé la population. Rien à voir avec l'île de Koh Phi Phi, ni même avec la plage de Khao Lak. Ces deux endroits ne bénéficient d'aucune protection naturelle. Le massacre est en route. Cinq minutes après Phuket, le tsunami va raser Koh Phi Phi. Sur l'île, toutes les habitations sont concentrées sur cette bande de terre de seulement 200 mètres de large. Le matin du 26 décembre 2004, les commerces ouvrent tranquillement leurs portes. Il faut dire que les autorités de l'île n'ont reçu aucune alerte. Les touristes se baladent dans un labyrinthe de ruelles étroites. C'est pittoresque, mais cela ressemble surtout à un piège. La mer se trouve des deux côtés, à quelques mètres. Seulement, personne ne peut la voir. Vers 10 heures, Christian Patoureau et ses amis remontent dans leur chambre après le petit déjeuner. C'était relax, on était à l'aise, on se disait qu'on allait partir, on prenait notre temps. Et pendant ce temps, la vague arrivait et on s'en rendait pas compte. Hein. Enfin, si Christian Patoureau et ses amis avaient tendu l'oreille, ils auraient sûrement compris que quelque chose d'anormal se passait. Un phénomène qui n'a pas échappé à Jean-Louis Kakomo. Lui remarque que la nature a changé. C'était le silence absolu. Et c'est vrai qu'on dit souvent, c'est un proverbe sicilien, le calme avant la tempête, c'est exactement ça. Moi, ce silence, il m'a fait peur en tout cas. Les animaux ont senti le danger. Les éléphants qui servent à balader les touristes sont extrêmement nerveux. Très tôt le matin, les éléphants ont commencé à barrir. Ils pleuraient et on ne savait pas pourquoi ils pleuraient.
Les éléphants ont commencé à casser leurs chaînes et à grimper en haut de la colline. Je pense que les éléphants savaient, comme les autres animaux. Je pense qu'ils savent interpréter les signes de la nature. Et si je n'avais pas essayé de les rattraper, je serais peut-être mort. Si je suis vivant, c'est grâce à eux. À part les animaux, sur l'île, tout est calme. La famille Kakomo s'apprête à quitter Koh Phi Phi. Seulement, avant de partir, Robin veut se baigner une dernière fois. Son père refuse. Il a peur de rater le bateau et puis surtout, la mer l'inquiète. Je me souviens qu'il m'empêche justement à ce moment-là d'aller me baigner. Et je crois que je tape une crise. Hein. Ah, tu me fais une scène comme ça. Voilà, je fais une scène parce que je tiens vraiment à vouloir... Je voulais me baigner tout le temps. Et on remarque quelque chose. On remarque que le niveau de la mer est vachement reculé. C'est-à-dire que l'hôtel était à une centaine de mètres de la plage. Et là, on voit l'eau qui s'est reculée de plusieurs centaines de mètres. Je demande à quelqu'un, il y a des marées dans l'océan Indien? Non, on n'a jamais vu ça. Elle se retire vraiment. Je dis, ne va pas te baigner, c'est pas normal tout ça. Pas rassuré, Jean-Louis Kakomo et son fils rentrent à l'hôtel. Le caprice de Robin vient de leur sauver la vie. Il est 10h15. Dans 5 minutes, le tsunami va raser le centre de l'île. À cet instant, sur la plage, un touriste suédois filme sa compagne, étonné de voir les bateaux posés sur le sable. Puis quand la mer remonte, leur surprise est totale. Il n'y a pas de vagues, mais ils sentent la puissance qu'elle dégage sur leurs jambes. Sous la force du courant, un premier ponton s'écroule. Un baigneur résiste tant bien que mal. Au même moment, des touristes français à bord d'un ferry filment la mer qui bouillonne avec force. Non mais arrête de paniquer, tu te fais pas gueule ou quoi? Regarde-moi ça, regarde-moi comment elle est. Qu'est-ce qu'elle a l'eau? Mais regarde la couleur de l'eau là-bas, elle est pas normale. Elle est marron. C'est que tu vois l'eau marron qu'on avait vue. Voilà, ouais, je l'ai vu moi. Ça. Ouais. T'imagines les gens qui se baignent là-bas? Là, regarde comment c'est en train de bouillir. Regarde. 10h18. Philippe Polakowski rentre chez lui, les bras chargés de courses. Et au moment où je pose mon sac de glaçons au sol, la terre se met à trembler. Et un bruit sourd commence. On entendait comme du style... Et au même moment, j'entends derrière moi crier « Nammaleo, Nammaleo, Nammaleo ». Ça veut dire « l'eau arrive ». « 10h20, le tsunami déferle. De chez lui, Philippe ne voit rien. Il entend juste les gens crier. Sans savoir ce qu'il se passe, il demande à sa femme de s'enfuir avec sa fille, pendant qu'ils récupèrent leurs économies. J'avais un petit peu d'argent que j'avais caché dans mon faux plafond. Je rentre dans la chambre et je me dis, Philippe, où as-tu caché un petit peu tes affaires dans le plafond? Est-ce que c'était à gauche? Est-ce que c'est à droite? Ceci ou cela? Et au moment où je commence à réfléchir, une petite voix me parle et me dit, Philippe, sauve-toi, tu n'as pas le temps. Je suis mon instinct, je pars en courant. Tous ces gens qui courent, qui tombent, les autres qui se marchent dessus, ceci, cela. Moi, je me retourne, je vois ma maison qui tombe comme un château de cartes, qui part dans l'eau, mais au lieu de voir la plage ou de voir les rues derrière, je vois en fait le niveau de l'eau qui est de partout, quoi.
rentrer, vite, vite. La famille Kakomo, elle, est à l'abri dans sa chambre d'hôtel au premier étage. Le niveau d'eau est vraiment en dessous de celui du palier de quelques centimètres. C'est assez impressionnant et on regarde ce qui se passe. Moi, je voulais pas rester là. L'électricité saute, quand j'appuie sur l'interrupteur, on voit les pylônes qui tombent, des bouteilles de plongée, des gens qui avaient réussi à sortir de l'eau se prennent des bouteilles de plongée dans la figure. Donc là, cet endroit idyllique et sympathique, c'est l'enfer. De son côté, la mort aux trousses, Philippe Polakowski court aussi vite qu'il le peut. Il tente de rejoindre cette montagne. Seulement, l'accès est barré. Et je cours le long d'un fil barbelé. Les secondes ont beaucoup d'importance à ce moment-là. Hein. Et j'ai cette chance que j'ai un petit passage d'1 mètre. Entre deux poteaux, entre ces fils barbelés, j'ai un petit passage d'1 mètre. Je m'encastre dans ce petit passage, mais j'avais plus de souffle, j'avais plus rien. J'ai commencé à monter la colline, mais mes jambes m'ont lâché. Du coup, je suis monté et des gens m'ont aidé à remonter. Hein. Et là, je me dis, mince, Philippe, regarde la vitesse de la vague. Si ta femme et ta fille, ils sont encore devant, ils sont morts. Ils sont foutus. Surtout, quand une fois là-haut, il découvre que le centre de l'île a disparu. À ses côtés se trouvent les touristes qui ont eu la bonne idée ce matin-là de monter admirer le lever du soleil. Chacun réalise sa chance. Dangerous, hein? Waouh, 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 waouh. Ça dévaste tout. Un Français filme le cataclysme. Là, nous, on est à l'abri, on craint rien. Regarde là, regarde, gros pipi. Au bout de 5 minutes, l'eau a arrêté d'affluer. Tout le premier étage de l'île, on va dire, était sous l'eau. Plus un bruit. La seule chose qu'on entend encore, c'est peut-être les quelques personnes qui sont bloquées dans les hamas. Les gens crient au secours dans toutes les langues. Hein. Au secours, help me, tata. Mais on ne peut pas aller les aider. Avec d'autres touristes, Jean-Louis Kakomo, sa femme et son fils sont bloqués dans leur chambre au premier étage de l'hôtel. Tous sont tétanisés par la peur d'une deuxième vague, encore plus haute. Mais l'instinct de Jean-Louis le pousse à fuir coûte que coûte. Le hall d'entrée est trop encombré, alors il passe par les balcons. Une fois à terre, la famille court en direction de la montagne qui, par chance, se trouve juste à côté. Je sais pas si tu te rappelles, tu me dis, on va mourir. Quand vous entendez votre fils vous dire ça, moi, dans ma tête, en toute logique, je vois pas comment on peut s'en sortir. Mais je vais pas lui dire qu'on va mourir. Hein. Je dis, non, tu vas pas mourir, tu vas courir. Et comme il faisait, il a tout tiré dans. Alors je me souviens de cette montée en effet qui est très douloureuse sur l'instant parce qu'il n'y a pas de sentier, on n'a pas de chaussures, on court à toute allure. En fait ce qui est très troublant sur l'instant c'est qu'on ne ressent ni la douleur, ni la fatigue, on ne comprend pas. Il n'y a qu'un seul objectif, c'est courir, donc on ne pense à rien. Tout en haut de la montagne, les touristes continuent d'enregistrer ces images de fin du monde. Plus à filmer tellement je tremble. La famille Kakomo n'aura pas le temps d'avoir peur une nouvelle fois. Elle ne voit pas la deuxième vague qui frappe l'île pendant son ascension. Oh my God, look at the waves coming! Clear out, people! Clear out! I hope no one was out there! Oh my God, look out! TVs floating. Oh, mattresses. Oh, I hope that people are okay. Just hold on.
La déferlante fait d'autant plus de morts qu'elle arrive par le sud, alors que tout le monde surveille le nord, par où est arrivée la première vague. La deuxième vague, quand elle est arrivée, en fait, elle n'a fait que recouvrir les derniers survivants. Et quand il n'y a plus les gens qui crient au secours, on tombe dans un silence total. On est sur une île, c'est 10h30 du matin, la journée va être longue. Quand la mer se retire, Philippe part à la recherche de sa femme et sa fille. Avant de s'installer en Thaïlande, il était ambulancier. Les morts, les blessés ont souvent fait partie de son quotidien. Mais rien ne l'avait préparé à l'horreur qui l'attend. Le raz-de-marée n'en a pas fini avec la Thaïlande. Le reste de la vague se dirige maintenant tout droit sur la côte de Khao Lak, là où de nombreux Français passent leurs vacances. C'est le dernier endroit du pays à être touché. C'est ici qu'il va faire le plus de morts. Cette côte possède une particularité qui va amplifier le tsunami. À Khao Lak, il y a très peu de fond. Donc quand elle arrive, l'avant de la vague freine alors que l'arrière fonce à toute vitesse. Du coup, l'eau s'élève, grossit, pour devenir un mur. Le tsunami a frappé Khao Lak seulement quelques secondes après la deuxième vague de Koh Phi Phi. « 9h30 du matin. À l'hôtel, Géraldine Tessier et son mari prennent leur petit déjeuner. Malgré les fêtes de la veille, la salle est déjà comble. Le matin du petit déjeuner, le 26, il y avait toutes les familles qui avaient dîné avec nous le 25 au soir. Le papa, la maman, les 3, 4, 5 enfants. C'était paisible, les gens prenaient leur temps. Je me souviens d'une femme qui avait fait un scandale auprès du serveur parce qu'on n'avait pas le droit d'emmener la petite tasse de café sur la plage. Et voilà, c'était la dispute du matin pour quelque chose de très futile encore. Elle est partie, malgré tout, avec son café, sur son transat, sur la plage. À Khao Lak, la mer s'est retirée sur près de 900 mètres. Comme le montre le film de vacances de cette famille d'Allemands, il fait beau et des dizaines d'autres parents sont sur la plage. Il est 10h du matin. La vague sera là dans 36 minutes. Géraldine et son mari, eux, sont partis attendre la navette de l'hôtel pour se rendre en ville. Nous sommes dans la réception de l'hôtel et il ne se passe absolument rien, c'est calme, aucun vent de panique, rien du tout. Tout va bien. 10h30. Le mari de la famille allemande voit arriver au loin une grosse vague. Boah, jetzt bricht die da hinten heftig. Guck mal, wie die da brechen. Alors que sur la plage, chacun se pose encore des questions sur ce drôle de phénomène. Les pêcheurs et le patron du restaurant qui surplombe Khao Lak, eux, sont conscients du drame qui arrive. Le restaurateur essaie d'alerter les touristes. J'ai crié « Partez! Courez, vite !»
mais personne ne me croyait. Alors, je ne savais plus quoi faire. J'ai agité ma chemise et j'ai crié encore. Partez, courez, sauvez-vous, vite! Personne ne l'entend. Tout le monde reste fasciné par le spectacle. Seuls les Thaïlandais finissent par comprendre le danger et commencent à courir. Le tsunami frappe d'abord le haut de la plage. Le jeune touriste allemand et sa famille ne fuient toujours pas. Lui et sa femme sont comme hypnotisés. Das Boot ist gekentert da hinten, Schnicki. Das Fischerboot da hinten ist gekentert. Was ist das? Was ist das? Quand ils sortent de leur léthargie, ils partent en courant. Ils auront tout juste le temps de grimper sur une colline. Ja! Ja, 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 ja. 3 kilomètres plus loin, Géraldine et son mari, eux, viennent tout juste d'arriver en ville. Sur la route, on entend une déflagration. Le ciel est bleu, il n'y a pas un nuage. Il y a quelque chose de pas très cohérent, mais bon, on se dit oui, ça doit être normal. Cette déflagration, c'est le bruit de l'eau qui ravage les côtes et leur hôtel de luxe. La mer monte jusqu'à 10 mètres de hauteur. Rez-de-chaussée et premier étage sont complètement noyés. Le tsunami fonce maintenant vers la ville, où se trouve Géraldine. On rentre dans une boutique côté plage parce que mon mari veut s'acheter une chemise en lin. Et à peine rentré dans la boutique, on commence à entendre des cris, une agitation. Et tout de suite, la commerçante sort de sa boutique. Elle parle et là, elle revient et elle nous dit « Water, water, run, run !» Et là, mon mari sort de la boutique, je le regarde, il tourne la tête à gauche, il me prend la main et il me dit « Maintenant, faut que tu cours. Fais-moi confiance, il faut vraiment que tu cours le plus vite possible. » Alors que la mer est en train de les rattraper, Géraldine et son mari parviennent à sauter dans une voiture. Au Magic Lagoon Resort, l'hôtel où de nombreux Français passent leurs vacances, les touristes et le personnel ont eu moins de chance. Plus de 200 personnes ont perdu la vie. Toute la côte est ravagée. Aucun hôtel n'a été épargné. Sur la colline où se trouve Géraldine, des réfugiés ont improvisé un camp. La jeune mariée voit arriver les premiers blessés. Un homme est arrivé avec un enfant dans les bras. Et cet enfant a été presque défiguré. Il a eu la chance d'être repêché dans l'eau par ce monsieur, en fait, qui a fait demi-tour pour aller le récupérer.
qui l'a sauvé, qui l'a ramené parmi nous. Et tout le monde s'occupe de ce petit garçon. On ne sait pas d'où il vient. Et le petit miracle de la journée, c'est que ses parents ont entendu parler d'un enfant qui avait été repêché à tel endroit, etc. Et la famille s'est retrouvée au complet. Ils ont pu retrouver leur fils. Donc tout le monde a pleuré de joie parce que dans le malheur, il y avait aussi des petits miracles. Survivor camp. Survivor camp. Yeah. We're alive. That's it. Survivor camp. C'est quelque chose qu'on n'imagine pas dans une vie. Et là, vous prenez conscience de la gravité de la violence, ouais. Encore plus maintenant que je suis maman. Tout l'océan Indien est touché plus ou moins avec intensité. Il faut dire que le tremblement de terre indonésien a créé une faille de 1000 km de long. L'onde de choc qui en résulte est donc de cette taille. Et elle avance à la vitesse d'un avion de ligne, 800 km/h. Elle atteint le Sri Lanka seulement 10 minutes après Khao Lak. Mais contrairement à la Thaïlande, la grande profondeur des fonds marins autour de ses côtes masque le retrait de la mer. Ce jour-là, à 9h15, Yannick, un Français professeur de surf, est sur la plage avec ses élèves. À 9h30, il est l'un des seuls à se rendre compte que quelque chose ne tourne pas rond. Là, je regarde sur le bord de la plage et je vois que très lentement, à chaque vague, la marée monte de 15 cm, 30 cm. Là, je commence à réfléchir, je me dis, mais c'est absolument impossible. Et là, à ce moment-là, je me retourne vers mes élèves et je leur dis, vous ramez au large, vous quittez pas vos planches, vous partez le plus loin possible et vous m'attendez. Yannick pense que c'est une forte marée inattendue. Il vient de leur sauver la vie. En revanche, lui court vers son chauffeur et ami, Akalanka. Je vois que l'eau continue à monter, je me dis, il faut absolument que je prévienne mon chauffeur de taxi pour qu'il parte. Et évidemment, j'ai pas le temps, je suis rattrapé par le mouvement d'eau, je suis propulsé par l'eau contre un arbre, ma planche s'enroule autour de l'arbre, et en remontant, elle me projette en haut de l'arbre, je m'accroche en haut de l'arbre, et là, l'eau commence à passer par-dessus la route, vers les maisons. À 6 km de Yannick, dans son bungalow sur la plage, Anne Escola est seule avec ses 2 enfants. Son mari est parti surfer quelques heures plus tôt. Je vois la mer qui monte dans le jardin. Ça m'a paru un peu étrange. Et mon réflexe a été de nous enfermer dans le bungalow. Le temps de faire ça, en fait, il y a 2 jeunes de la guest house qui se sont précipités, qui ont ouvert la porte et qui nous ont dit, enfin en anglais quoi, go, go. Ils ont pris les enfants et le temps de réaliser un peu que voilà, il y avait une énorme vague qui était en train d'envahir le bungalow. Je suis emportée avec une voiture, des bouteilles de gaz qui s'entrechoquent, des mobiliers de la guest house, toutes sortes de débris, des gens qui hurlent. Anne a beau lutter autant qu'elle le peut. Au bout de quelques minutes, la puissance de l'eau la sépare de ses 2 enfants. J'entends crier Baptiste, mon plus grand fils qui a 7 ans. J'essaie de le rejoindre, mais j'y arrive pas. Je suis coincée un petit peu entre une vache et une voiture. Et là, je vois Baptiste qui arrive à s'agripper à une espèce de petit muret. Il l'escalade, il monte dessus, puis poum, tout s'écroule, il est de nouveau emporté. Et là, j'arrive un petit peu pas à le rejoindre, mais à rester à une distance permanente d'une 50aine de mètres. À 7 ans, Baptiste lutte vaillamment contre le courant. Anne tente de le rejoindre, mais les débris charriés par le torrent l'empêchent d'avancer. Elle ne le quitte pas des yeux, mais la panique l'envahit. Son 2e fils, Corentin, 3 ans, a disparu. Au même moment, de l'autre côté de la baie,
David, Fabien et Guillaume, les 3 copains surfeurs, sont en route pour la plage, quand leur tuk-tuk se fait renverser par une puissante vague. On ne sait pas du tout ce qui se passe. À ce moment-là, on reprend une petite saucée encore de flotte et on se retrouve sur un muret qui était pas loin au bord de la route et on se met sur le muret pour se dire on sera peut-être un peu plus safe en hauteur. Et là, le mur s'écroule sous le choc d'une autre vague. Au moment où le mur s'écroule, notre histoire est différente à chacun. Moi, j'ai les pieds sous le mur, je tire mes pieds et je pense que j'ai dégagé tout de suite avec la vague. Traverser une forêt de cocotiers, quoi, en gros. Pour arriver dans une butte, et là, tu arrives sur une montante, sur une butte, et à 4 pattes, je monte, et voilà. Du coup, moi, j'attrape un palmier auquel je monte, en fait. Et là, je vois donc les maisons qui tombent comme des châteaux de cartes. Et je vois surtout d'autres palmiers qui tombent les uns après les autres. Quoi. Poum, poum, poum. Et là, tu te dis juste, pourvu que le mien tienne. David, quant à lui, se trouve dans une position délicate. Il a été propulsé contre la fenêtre d'une maison. Je me retrouve à peu près au rez-de-chaussée à m'attraper les barreaux. Là, il y a les 2 fenêtres qui se ferment. Elle me coupe les bras et là, je me dis, je peux pas rester comme ça parce que je voyais les carreaux vraiment coupants au-dessus de moi. Et à 2 mètres de moi, il y avait la planche de surf de Fabien qui m'a, je pense, sauvé la vie à ce moment-là. Je me suis allongé dessus et je me suis laissé dériver dans les terres complètement. De son côté, un peu plus loin, Yannick, le professeur de surf, n'a plus d'espoir de retrouver vivant son ami chauffeur. Du haut de son palmier, où il a trouvé refuge, il assiste impuissant à l'hécatombe qui se déroule devant ses yeux. Juste en face de moi, il y a un conducteur de tuk-tuk qui se fait lui pousser dans le fossé. Et moi, je suis accroché à mon arbre, évidemment. Mon cerveau est en mode survie totale, quoi. Je le vois se noyer, je sais que je peux rien faire, que de toute façon, si je descends de mon arbre, moi aussi, je vais mourir. Pendant de longues minutes, il assiste impuissant à la noyade de plusieurs Sri Lankais. D'abord leur regard paniqué, puis ensuite les mouvements terribles de la noyade, jusqu'au moment où le regard s'éteint, en fait, où la vie quitte le corps. Ça a été le moment le plus difficile, c'est le moment le plus difficile où je me rends compte que les gens meurent et que je peux rien faire. En quelques minutes, de l'Indonésie à la Thaïlande et au Sri Lanka, des côtes, des villages, des villes ont disparu. Les paysages de rêve laissent place à des champs de ruines. Commence pour les survivants une quête douloureuse. Retrouver les membres de leur famille disparus. Anne Escola a enfin rejoint Baptiste, son fils de 7 ans. Mais elle ne sait pas si son mari est vivant et Corentin, son 2e garçon, a disparu. Malgré d'importantes blessures aux pieds, elle part à sa recherche. Voyant que Baptiste était sain et sauf, ma principale inquiétude s'orientait sur la survie de Corentin, qui lui, à 3 ans et demi, ne savait pas nager. J'ai commencé à retourner dans les débris, les décombres, chercher Corentin. Et ça, c'était un moment très, très compliqué. J'avais des coupures, des entailles un peu partout sur les jambes, mais je sentais rien. C'est comme une maman un peu folle qui cherche son enfant. C'est une anesthésie générale. On ne sait pas comment s'y prendre, on questionne, il y a d'autres gens qui cherchent. On crie, on pense qu'on a perdu un enfant. Voilà. Et ça, c'est pas possible. C'est impossible. Donc on cherche pour essayer d'avoir une certitude, au moins retrouver son corps. Il y avait des gens qui m'empêchaient d'aller chercher, donc ça, je me fâchais, je me débattais. Je cherchais ses petits cheveux blonds, son petit t-shirt bleu clair. Pour moi, c'était pas possible qu'il ait pu s'en sortir, quoi. Le plus dur, je pense que c'est déjà d'intérioriser une préparation à un deuil.
Voilà. Parce que c'est pas possible. Au milieu des champs de ruines, la solidarité s'organise. Des Sri Lankais l'aident à chercher son fils. Pendant 2 heures interminables, elle retourne les débris. Quand d'un seul coup... Et finalement, tous les gens du village nous ont guidés, parce que des petits blancs comme ça, il n'y en avait pas des masses. Et ils nous ont guidés et ils nous ont ramenés dans une maison un petit peu à l'intérieur du village. Et il était là avec une petite fille sri-lankaise. Là, je fonds en larmes, parce que jusqu'à présent, je n'avais pas vraiment pleuré, j'avais beaucoup crié, ou je ne sais plus trop, mais là, je fonds en larmes. Et c'est de ça dont il se souvient. Il ne comprend pas, lui, il était en train de jouer avec une petite fille, il n'avait rien perçu de ce qui avait pu se passer de catastrophique. 4 heures plus tard, la famille est enfin réunie. Son mari n'a rien, il était sur sa planche de surf, au large, quand le raz-de-marée a frappé la côte. Je pense que c'est un des grands moments de la vie, quand on se retrouve tous comme des survivants d'une catastrophe incroyable. On réalise, mais de suite, nous avons réalisé la chance que l'on a d'être là tous les 4, de pouvoir se toucher, s'embrasser. Je voyais comme un cadeau de la vie le fait de pouvoir serrer Corentin dans mes bras, de pouvoir l'embrasser, qu'ils soient encore là, quoi. C'était comme le plus des plus. Yannick, de son côté, a trouvé le courage de descendre de son palmier. Après les horreurs auxquelles il a assisté, il a peu d'espoir de retrouver son ami chauffeur de taxi. D'abord, je me dis que mon chauffeur de taxi est mort. Et c'est aussi quelqu'un que je connais depuis 5 ans, c'est quelqu'un de la famille, c'est pas simplement mon chauffeur de taxi, c'est un ami. Donc je pars à la nage dans la direction où je pense que son taxi a été projeté. Et là, miracle, bonheur, je le retrouve accroché à un arbre, en train de pleurer. Le taxi, évidemment, est complètement mort, mais pas lui. Le fait de l'avoir retrouvé vivant dans son arbre, ça a été un soulagement sans nom. Le professeur de surf retrouve aussi ses élèves qu'il avait envoyés au large. Ils sont tous sains et saufs. Quant aux 3 copains, ils se cherchent toujours. Guillaume s'est retrouvé à l'intérieur des terres. David, lui, sur une voie de chemin de fer. Terrorisé complètement, je cherche à droite, j'essaye de trouver un visage familier, je trouve pas. Et ça dure. La notion de temps, à ce moment-là, n'existe pas. Une fois que tout ça s'arrête, tout ça se calme, là, t'es confronté à la réalité, quoi. C'est-à-dire qu'il manque 2 de tes amis, que tout est détruit autour de toi, qu'il y a des corps qui flottent de partout, les maisons sont détruites, t'as des bus qui sont sur le côté. Enfin, c'est vraiment l'apocalypse. Après des heures d'errance, ils finissent par se rejoindre tout près de là où la vague les a emportés. Tous les 3 sont dans un piteux état. On s'est posé, on s'est assis, on a fait un peu la checklist de nos blessures. Moi, c'était assez effrayant, quoi. Il me manquait un bon morceau de mon coude, quand même. J'avais une belle plaie ouverte à l'intérieur du bras et Fabien, il avait beaucoup de blessures aux pieds, Guillaume aussi. Donc voilà, on prenait le peu de vêtements qu'on avait sur nous, on essayait de se bander les pieds pour pouvoir continuer à marcher et avancer, quoi, parce que fallait pas qu'on reste là où on était. Les 3 copains n'ont pas eu à marcher bien loin. Ils sont recueillis par des moines qui vont les soigner et les nourrir jusqu'à leur rapatriement, 3 jours plus tard. Au même moment, 2000 km plus loin en Thaïlande. Sur l'île de Koh Phi Phi, Philippe Polakowski, qui s'est réfugié sur une montagne avec d'autres personnes, est à la recherche de sa femme et sa fille. Donc tout de suite, je me suis dit, si ma famille a encore une chance d'être vivant, c'est que je dois les retrouver sur la montagne. Donc de là,
Je commence un petit peu comme ça à les appeler, à appeler ma fille, à appeler ma femme. Et d'un seul coup, j'entends « on est là ». Je suis content déjà de voir ma femme et ma fille vivantes. Voilà. Je l'ai regardée, je lui ai dit « ça va mon amour? Ça va ma fille? Oui, ça va. Tiens, prends ma sacoche, prends mes papiers, je vais aller donner un coup de main au secours. » Une fois en bas, Philippe découvre le carnage. Les débris et les tôles ont blessé des centaines de personnes. Ambulancier de formation, il organise les premiers secours avec d'autres survivants. On a fait du restaurant, on va dire, un hôpital de campagne. On avait été récupéré dans les pharmacies, tout ce qu'on pouvait récupérer qui pouvait nous servir. On servait des draps pour soigner les gens en tant que pansement, pour faire des brancards, on s'est servi de portes. On n'a pas connu la guerre, mais je pense que c'est comme si une bombe avait explosé et qu'on se retrouve vraiment un petit peu à l'abandon puisqu'on n'avait aucune aide. J'ai souvenir qu'on m'a emmené un étranger, je crois que ça devait être un Suédois, qui arrivait avec le sourire sur une porte, la jambe sectionnée net, os, tout. Le sang qui montait au plafond. Hein. Et j'entendais « Philippe, viens vite !» Je me suis dit « mais c'est quoi ça ?» J'ai pas cherché à l'époque d'avoir des gants ou quoi que ce soit. J'ai tiré l'artère, j'ai fait un nœud et j'ai fait un garrot. J'ai tiré une artère avec mes doigts, quoi. Ouais. Un sang-froid hors norme qui a sûrement sauvé la vie du touriste suédois. À l'autre bout de l'île, Christian et ses amis ont eu la chance inouïe de se trouver dans leur chambre d'hôtel au 3e étage quand les 2 vagues ont recouvert l'île. Et ça, c'était tout plein de débris ici, si je me souviens bien. La peur d'une 3e les pousse à sortir et se diriger vers les montagnes. Sur le chemin, il y a tellement de blessés que Christian, l'ingénieur, s'improvise médecin de guerre. Je me souviens, il y avait un taille, il avait des coupures tellement profondes, j'avais l'impression de voir ses côtes dans son dos. Il avait 3-4 énormes coupures dans son dos, comme ça, en biais. Et je lui ai mis des serviettes hygiéniques, un peu la partie collante de la serviette hygiénique, pour lui coller les plaies, parce que c'est la seule chose que j'ai pu trouver. Christian et ses amis sont pris dans le flot de réfugiés qui gagnent les points hauts de l'île. « 4000 rescapés se partagent un bout de terre. La chaleur est écrasante. Il n'y a pas d'eau. Alors, malgré les rumeurs d'une 3e vague, Christian prend la décision de faire demi-tour. J'avais pas envie de passer ma nuit dans les moustiques et avec les serpents, etc. Donc j'ai décidé avec mon groupe de redescendre vers l'hôtel. Mais il y a beaucoup de gens qui ont décidé de passer la nuit dans les collines. Au total, 3 camps de fortune sont installés. Jean-Louis Cacomo, sa femme et leur fils Robin se font une place comme ils peuvent. 300 en haut de la montagne. Mais ça fait du monde quand même. Mais c'est des rescapés. Et il faut qu'on trouve une place pour s'asseoir. C'est interminable. Deux reprises, je pense, 2-3 reprises dans la nuit, on entend une femme crier. Et du coup, se répand, big wave, tout le monde se met à dire. Et là, les gens montent dans les arbres. Et en fait, un serpent était passé sur les jambes de la femme. Les serpents et les insectes, il y en a partout. Donc, il fallait cohabiter avec ça. C'est pas des animaux domestiques, hein. Déjà, à l'état normal, il faut pas approcher des animaux sauvages. Mais là, eux-mêmes, ils ont peur. Et là, on est chez eux. 2 personnes mourront dans la nuit, mordues par des serpents. Le 27 décembre au petit matin, sur les îles et la côte thaïlandaise, les rescapés quittent leur refuge pour fuir au plus vite. Là, on commençait à réaliser. Là, on tourne la tête à droite. On voit les premiers cadavres qui sont là, allongés, étendus par terre, recouverts.
L'air est toujours un peu humide et il y a cette odeur, c'est une odeur un petit peu âcre. C'est un petit peu une odeur de destruction, de mort, de chaos, de souffrance, d'abîme. C'est une odeur qui est restée longtemps, que j'ai gardée longtemps en moi. Cette odeur, c'est aussi celle des milliers de cadavres qui se décomposent sous la chaleur écrasante. On voit des enfants, des poupées. On reconnaît même, moi je reconnais un jouet d'un enfant qui joue avec toi. Donc les gens baissent les yeux et ils marchent dessus. Je vois pas grand-chose. Je vois beaucoup de décombres. Mais ce que je vois surtout, c'est la main de ma mère devant mes yeux. Elle a, pendant quasiment tout le trajet, elle me cache les yeux parce qu'elle me dit « Tu dois pas voir, tu vas être choqué, il y a des cadavres, tu ne dois pas regarder. » Reste maintenant à quitter Koh Phi Phi. Et là, c'est une autre histoire. Le débarcadère est pris d'assaut par des centaines de rescapés. Tout le monde s'est amassé sur cette digue en plus. C'est un truc en bois, artisanal, qui est sympathique quand on vient faire du tourisme. Et là, on s'est dit, tout le monde, il y a 100 ou 200 personnes sur le truc, ça va s'écrouler, quoi. On voit un bateau qui était au large, maintenant, qui commence à arriver. Mais il est petit quand même, ce bateau. Tout le monde commence à pousser, et presque on allait tomber dans l'eau. Tout le monde voulait monter dans le bateau. Et à un moment, je dis, ça va, il y aura de la place, il y aura d'autres bateaux. C'est bon, on n'est pas mort. Calmez-vous, on va pas se tuer maintenant. La famille Kakomo ne quittera l'île que 5 heures plus tard. Les blessés les plus graves sont évacués par la voie des airs. Les autres sont soignés sur place dans un dispensaire à ciel ouvert. Après 2 jours à s'occuper des blessés sur l'île de Koh Phi Phi, Philippe Polakowski retrouve sa femme sur le continent. C'est à ce moment-là qu'il comprend ce qu'il s'est réellement passé. Nous, on ne s'était pas rendu compte de l'ampleur de la catastrophe. On ne savait pas que c'était un truc, encore, moi j'ai cru que c'était que Koh Phi Phi ou un peu la Thaïlande. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit la plus grosse catastrophe du siècle, quoi. Vous voyez ? Ben, c'est peut-être là que vous vous rendez compte que vous êtes un survivant. Ma femme me dit, appelle ton père. Je lui dis, pourquoi? Elle me dit, parce que je l'ai appelé hier, je lui ai dit que t'étais mort. Donc j'appelle le papa, on est resté... on pouvait pas parler. Ça va? Ça va. Tu rentres? Non. Ah bon? Non. Voilà. Hop, ça c'est fini comme ça. Faut que j'enlève 2-3 là. Philippe retourne sur Koh Phi Phi. Hors de question pour lui d'abandonner les habitants de l'île. Avec les quelques dons qu'il reçoit, il organise l'aide alimentaire. Nous l'avions filmé à cette époque. Des couches. On s'occupe beaucoup des enfants et on a pris un petit peu de nourriture, donc du riz, du piment, enfin tous les produits alimentaires de première urgence, quoi. Et on faisait une tambouille qui était faite à base de piment, de sardines à la tomate, d'ail et de riz. Voilà. Et on mélangeait tout ça et chacun avait sa gamelle. On a lancé un petit peu la première gamelle populaire d'après le tsunami pour 1500-1800 personnes. Le tsunami a fait des centaines de milliers de sans-abri et autant de blessés. Les ambassades sont débordées.
Il faut gérer leur évacuation, mais aussi rapatrier les survivants. Quant aux personnes décédées ou disparues, on n'en finit plus de les compter. Mais comment les identifier? La plupart étaient en maillot de bain et n'avaient pas leurs papiers sur eux. Dans l'urgence, les familles placardent des centaines de photos. Et les autorités thaïlandaises, celles des morts reconnaissables. Pour les corps trop dégradés, l'ADN est prélevé. Maintenant, les bijoux, les tatouages, mais aussi toutes sortes d'objets personnels servent de carte d'identité. Bruno Lartigue, le pompier en vacances, se porte volontaire auprès de l'ambassade de France pour rechercher les 95 victimes françaises. Toute la complexité par rapport à la démarche d'organisation des soins était de savoir où étaient les Français, savoir comment on allait pouvoir identifier les cadavres, parce qu'effectivement, il y en avait beaucoup. On ne peut pas se permettre d'être approximatif quand on doit annoncer à plusieurs familles « nous sommes sûrs, votre proche est décédé ». C'est le moment où c'est le plus important pour une famille, c'est le pouvoir commencer le travail de deuil. La mémoire des survivants, elle, est à jamais marquée par cet événement tragique. C'est peut-être pas vraiment ce à quoi je pense tous les jours, mais si je m'assieds un moment, ouais, c'est toujours un peu ce qui ressort. C'est de se dire que je dois le respect à ceux qui n'ont pas survécu. C'est un endroit de recueillement et un endroit de mort. C'est pas un endroit où je viendrais m'amuser. C'est magnifique, mais c'est un paradis où les morts doivent rester en paix. D'autres, comme Charlotte, portent depuis 15 ans un lourd sentiment de culpabilité. Un sentiment qui la hante presque quotidiennement. C'est très dur de survivre, en fait. Je trouvais ça injuste et je trouvais qu'il y avait des personnes qui méritaient peut-être plus de se vivre, des enfants notamment. Pendant la deuxième vague, j'ai vu des gens passer, notamment un petit garçon qui m'a regardé dans les yeux et qui m'a tendu la main. Et au fond de moi, je me dis que j'avais tendu la main, j'aurais pu le sortir de l'eau. Et j'ai même pas tendu la main parce qu'en fait, je me dis que je vais être la prochaine. Et donc, on ne tend pas la main, on les laisse passer. Je sais que ce petit garçon est mort, donc... ouais. Ce regard, je le vois encore et je le verrai jusqu'à mon dernier souffle. Pour moi, j'ai tué quelqu'un ce jour-là, c'est comme ça. Et comment on peut dire ça à ses neveux ou à son entourage? Mais j'ai appris à... Je me pardonne. J'essaye de me pardonner, mais je ne peux rien faire. Je ne peux rien changer, comme je dis. Je suis obligée de faire avec. Au Sri Lanka, Anne Escola et son mari ont trouvé du réconfort en aidant à la reconstruction du village. Ils y ont passé 6 mois. On a construit des maisons sur pilotis dans l'urgence. On a aussi aidé certains pêcheurs à réhabiliter leur bateau de pêche. Depuis 2004, la famille y retourne presque chaque année. « 15 ans plus tard, Yannick, lui, vit toujours au Sri Lanka où il donne des cours de surf. Il a ouvert une pension de famille après avoir participé lui aussi à la reconstruction. Il faut toujours donner sans chercher à recevoir. Je pense que ça m'a raffirmé dans ma philosophie de me dire qu'il faut aider, qu'il faut partager et qu'on est un peuple sur Terre, tous ensemble, on est tous des frères et sœurs et qu'aucune différence n'existe. À leur tour, David, Guillaume et Fabien ont joué de la pelle et de la truelle pour remettre en état les maisons. Aujourd'hui, les 3 copains ont une autre vision de la vie.
bah, tu réalises que tu as eu une chance une fois, que ta vie elle peut partir d'une minute à l'autre. Tous les petits problèmes dont tout le monde se plaint tous les jours, bah, c'est fini, quoi. Se réveiller le matin et se dire c'est une nouvelle journée qui commence et elle va bien se passer. Voilà. Et elle se passe toute bien. On essaye, on fait tout le temps en sorte que ça se passe bien. Depuis 2004, pour éviter qu'une telle catastrophe se reproduise, un centre d'alerte au tsunami a été créé dans l'océan Indien. Et sur les plages de Thaïlande, ces panneaux ont fait leur apparition. Les survivants du tsunami sont à jamais liés à la catastrophe. Chaque jour, ils mesurent leur chance d'être encore en vie. Au Sri Lanka, le raz-de-marée a emporté 40 000 personnes. En Thaïlande, 8 000. En Inde, 16 000. Et ce n'est pas fini. 6 heures après le début du séisme, le tsunami fait ses dernières victimes au Kenya et en Somalie, à 6 000 km de l'épicentre. Au total, 230 000 personnes ont perdu la vie le 26 décembre 2004.